Je suis avec Eylon Levy, ex-porte-parole du gouvernement israélien, sur la place des otages à Tel Aviv. Bonjour. Bonjour Sheila, bel après-midi après ces années difficiles. Est-ce qu'il y a un sentiment de célébration là-bas? Je sais que cela sera probablement tempéré par des craintes persistantes, j'en suis sûre, mais est-ce qu'il y a tout de même un sentiment de célébration? C'est le jour tant attendu depuis 2 ans par les Israéliens que beaucoup pensaient ne jamais voir. La place des otages à Tel Aviv, simple esplanade devant un musée d'art, est depuis 2 ans le lieu de manifestations, de colère et de nostalgie. Et je n'ai pas vu les gens aussi heureux depuis 2 ans, depuis avant le début de la guerre. Tout le monde sait que les choses peuvent encore mal tourner. Nous savons exactement à quel ennemi nous avons affaire. Mais il y a un optimisme palpable quand quelques jours à peine, ces pauvres otages pourraient enfin être réunis avec leurs familles. Et avez-vous le sentiment, puisque Donald Trump a dit à un groupe d'anciens otages et à leurs proches qu'ils sortiraient lundi, que c'est vraiment le calendrier prévu pour cela? C'est bien le calendrier envisagé par Israël, d'autant que les hôpitaux se préparent déjà à accueillir les otages. Ils sont prêts à les accueillir dès que le Hamas les libérera. Le président Trump a aussi évoqué lundi. Et l'espoir, c'est que tous les otages vivants sortiront lundi et que les corps des otages déjà assassinés en captivité sortiront aussi dès que possible. Est-il certain que tous ces otages décédés peuvent être retrouvés? Je pense que le Hamas va probablement prétendre qu'il ne peut pas retrouver certains des otages. Le Hamas cherche à conserver un atout secret pour faire pression sur Israël lors d'une future guerre. Souvenons-nous, le Hamas a pris des otages pour s'en servir comme levier afin de survivre à la guerre qu'il a déclenchée avec ses missiles, ses tunnels, prêts à commettre un massacre comme le 7 octobre. Donc je pense qu'on peut s'attendre sans aucun doute à ce que le Hamas affirme qu'il ne peut pas retrouver certains des otages. Je ne fais évidemment pas confiance au Hamas. Il y a déjà eu, c'est mon interprétation des choses, il y a déjà eu 2 indices. Vous savez, tout le monde est clairement, moi y compris, ravi d'apprendre la libération imminente des otages. J'ai déjà entendu ce matin 2 allusions à ce que Benjamin Netanyahou et peut-être le gouvernement pourraient bientôt affronter en Israël. Tout d'abord, l'un de ses ministres, M. Smotrich, a déclaré qu'il n'accepterait pas l'accord. Rien ne montre pour l'instant qu'il va vraiment menacer la survie du gouvernement. Mais le père de Nimrod Cohen, l'un des otages qui doit être libéré, Yehudi Cohen, était ce matin à la radio britannique et il a davantage parlé contre Benjamin Netanyahou que de la libération de son fils. Il est manifestement heureux de la libération de son fils. Mais il est toujours en colère et il ne sera pas le seul contre ce qu'il considère comme un gouvernement qui a laissé Nimrod et tous les autres sans défense trop longtemps ce jour-là. Cela a permis au Hamas d'avoir trop de succès. Il va devoir rendre des comptes, n'est-ce pas, Benjamin Netanyahou, sur ce point? Après cette guerre, une commission d'enquête d'État devra sûrement examiner comment le 7 octobre a pu se produire. Comment avons-nous été pris par surprise? Comment est-il possible qu'une armée terroriste ait pu se constituer à nos frontières, les franchir, envahir, massacrer des gens chez eux, puis les ramener? Qu'est-ce qui a mal tourné ce jour-là? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné ces dernières années concernant la stratégie vis-à-vis du Hamas? Et bien sûr, Israël organisera des élections d'ici novembre de l'année prochaine. Et le Premier ministre devra à nouveau se présenter devant le public au Malabo. C'est prévu pour novembre prochain? C'est bien ça, Nick. Les élections doivent se tenir d'ici novembre. D'ici novembre prochain, c'est la... Date est limitée. Cet accord ne ressemble beaucoup à celui présenté par le président Joe Biden lorsqu'il était en poste. Selon vous, la principale différence tient-elle uniquement à la relation des 2 présidents avec Benjamin Netanyahou ou y a-t-il autre chose? En réalité, cet accord diffère totalement des précédents proposés. Les accords précédents proposaient une libération progressive des otages et permettaient au Hamas de garder les corps comme monnaie d'échange pour la reconstruction. C'est-à-dire qu'ils ne rendraient les corps des morts que lorsqu'ils pourraient faire entrer du béton dans leurs tunnels sous Gaza. Le président Trump a déclaré « Non, tous les otages doivent être libérés immédiatement, tous ensemble, pas progressivement, mais d'un seul coup, maintenant ». Et ensuite, la prochaine étape sera les négociations sur la façon de mettre fin définitivement à la guerre sur la base du plan Trump. C'est très différent des propositions passées qui laissaient au Hamas des otages pour négocier de meilleures conditions de fin de guerre. Et pensez-vous que, je veux dire, on va un peu trop vite en besogne dans un sens, parce que la libération des otages et la livraison plus fluide de l'aide à Gaza en particulier doivent d'abord avoir lieu.
Mais pensez-vous, au-delà de cela, que cette force internationale de stabilisation peut atteindre les objectifs prévus dans ce plan en 20 points? Parce que c'est une situation complexe, n'est-ce pas? Historiquement, les forces de maintien de la paix au Moyen-Orient ont été de véritables catastrophes. Une force de maintien de la paix était présente dans le Sinaï, entre Israël et l'Égypte, mais elle est partie à la demande de l'Égypte avant la guerre des 6 jours. Et bien sûr, la force intérimaire des Nations Unies au Liban, censée superviser le désarmement du Hezbollah. L'armée terroriste pro-iranienne au Liban a réuni 150 000 roquettes sous leur nez. Il est donc essentiel que toute force internationale à Gaza ait un mandat réel, non seulement pour observer, mais aussi pour désarmer le Hamas, bloquer les tunnels et retirer ses missiles. Israël préférerait évidemment éviter d'envoyer ses soldats désarmer le Hamas. Et voici un mécanisme pour donner une chance à la diplomatie, mais il doit être doté de moyens d'action réels. Le véritable test de cet accord sera son application et s'assurer que le Hamas ne puisse pas s'y soustraire pour maintenir son armée terroriste intacte. J'ai déjà eu quelques auditeurs qui ont appelé cette heure-ci pour dire deux choses. Je vais fusionner les deux points. Qu'une fois les otages libérés, peut-être même une fois que la force est en place, il sera temps de permettre aux journalistes internationaux d'entrer. Il est temps que cette histoire soit racontée de manière plus complète. Est-ce que vous acceptez cela? L'argument principal pour empêcher l'entrée des journalistes internationaux à Gaza était la crainte pour leur sécurité, le Hamas pouvant les utiliser comme boucliers humains ou combattre derrière eux. Mais ça a toujours été le choix des reporters de guerre. Pourtant, vous savez, Je pense qu'Israël préférerait éviter que des reporters de guerre soient tués à Gaza. Je peux tout à fait imaginer qu'une fois les combats finis et le Hamas écarté du pouvoir et désarmé, la réalité sera totalement différente. Les restrictions de guerre pourraient ne pas s'appliquer,